Donc, Bertrand Martineau, salut Bertrand, économiste, spécialiste du travail et notamment conseiller pour l'Institut Montaigne. Emmanuel Grimaud, qui vient nous voir aussi régulièrement, fondateur de Maximis Retraite, et Nicolas Marques, le directeur général de l'Institut Molinari. Je pense qu'on a l'expertise suffisante pour aller au fond de ce sujet de retraite. Bon, commençons par le commencement, c'est-à-dire l'importance de l'âge de départ. Emmanuel, je commence avec toi, c'est-à-dire le choix très clairement, donc c'est, alors on verra ensuite, 64, 65 ans, peut-être 63, on verra bien. En tout cas, l'importance de l'âge de départ. Pourquoi est-ce que c'est une borne importante quand on regarde le dispositif général des retraites ? En fait, l'âge de départ, ça a un impact immédiat sur l'équilibre des comptes, voire demain les excédents des régimes de retraite. On a un très bon indicateur. Lorsqu'en 2010, Éric Woerth a passé l'âge légal de 60 à 62 ans, les comptes de la CNAV se sont améliorés en 7 ans de 12 milliards d'euros. On est passé de 10 milliards de déficit à 2 milliards d'excédents, sachant qu'en plus, au milieu, la version Hollande des carrières longues a fortement perturbé l'équilibre. Donc la CNAV, c'est un tiers des retraites. Donc, à la louche, on peut estimer que c'est un impact de 36 milliards d'euros. 36 milliards d'euros par an ? Par an, le fait de décaler de 2 ans. Alors attention, là-dessus... C'est-à-dire que là, ton calcul, 36 milliards d'euros par an, c'est 64 ans. C'est 64 ans, absolument. C'est 64 ans. On avait refait l'étude il y a quelques années. C'est considérable, quand même. C'est colossal. Colossal. Notamment parce qu'on a aujourd'hui, par exemple, des régimes à GIRC qui sont déjà en excédent de 2 milliards 2,6 milliards, dont 2 milliards opérationnels. Donc effectivement, si on passe à 64 ans pour la GIRC, c'est plus des excédents, c'est des réserves considérables qu'on va avoir. Bertrand, d'accord sur ces ordres de grandeur? Il y a différentes façons de chiffrer. Là, vous parlez des comptes de la CNAV, mais on pourrait donc, Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà. On pourrait reboucler sur l'ensemble des finances publiques, puisqu'en fait, une réforme des retraites, en fait, n'a d'impact, un impact bien au-delà, évidemment, des seuls comptes des retraites, puisque... Donc 14,7% voilà. du PIB, oui, parce qu'il y a aujourd'hui. une augmentation du taux d'emploi, donc des cotisations sociales, mais pas uniquement des retraites. Il y a davantage d'impôts sur le revenu, il y a davantage de TVA, il y a davantage, etc. Donc si on fait le bouclage, on s'aperçoit en gros, à la grosse, que ça rapporte 2 fois plus que simplement la partie simplement comptable d'économie sur les dépenses de retraite. Donc voilà. Tu arriverais, mais ça on va en reparler parce que c'est l'un des sujets, si tu présuppose, parce qu'il faut présupposer ça, que ceux qui travaillent à 61 ou à 62 ans sont en mesure de pousser 2 ans de plus et vont jusqu'à 64. Oui. Non, mais si tu présupposes ça, tu te retrouves avec 70 milliards en fait par an d'économies potentielles, enfin de gains potentiels pour les comptes sociaux. C'est ça l'idée. Sur toute finance publique... Toute finance publique, oui, pareil. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. L'assurance maladie qui est en l'ensemble des comptes sociaux. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait une étude qui avait été faite sur le passage justement de 60 à 62 ans, qui avait montré que le coût additionnel, ou plutôt le surcoût avec plus de chômage, plus d'invalidité, plus de maladies, ça avait représenté... Parce qu'un certain nombre de ceux qui étaient au travail ne peuvent pas en fait continuer jusqu'à 62 ans, c'est ça ? Ne peuvent pas continuer jusqu'à 62 ans, et a fortiori, entre 62 et 64 ans, il y aura encore plus d'invalidité et incapacité, notamment sur les salariés de la première ligne. Mais à l'époque, le calcul avait été fait, que ça représentait, on est d'accord, 2 milliards d'euros pour l'ensemble des caisses, donc 10 milliards d'euros de gains pour la CNAV, 2 milliards d'euros de coûts. Globalement, c'était une opération positive. Alors, il y a des effets en sens inverse. À court terme, il y a évidemment une petite hausse du chômage, ou une baisse qui serait moins forte du chômage, donc, parce que c'est l'effet qu'on va sans doute aborder sur le travail des seniors, c'est pas automatique. Et il y a d'autres effets qui vont dans l'autre sens. Par exemple, quand on travaille plus longtemps, évidemment, on accroît le salaire, les 25, la masse sur laquelle sont assises le calcul de la retraite. Et donc on a des retraites plus importantes, on verse des retraites plus importantes. Voilà. Et donc il y a un effet augmentation du taux de remplacement des retraites, qui est par ailleurs peut-être souhaitable à terme. Mais en tout cas, il y a des effets en sens inverse. D'accord. Mais on reste quand même sur des gains considérables. Oui, d'autant plus qu'il faut remettre ça dans le contexte général des finances publiques. Les retraites publiques, tout confondu, tout régime confondu, retraite et de base, c'est à peu près 25% des dépenses publiques du pays. Donc c'est quand même, on ne parle pas d'un tout petit sujet, premièrement. Et deuxièmement, en termes de masse de manœuvre, de capacité, c'est
probablement le seul poste sur lequel on peut faire des dizaines de milliards d'économies. Exactement. Parce que les autres postes, c'est quoi? C'est les dépenses de fonctionnement, les fonctionnaires, etc. Il y a des économies à faire, mais on est dans quelques milliards, probablement. Bon, il y a la santé. La santé, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des économies à faire, mais il y a aussi des demandes d'investissement. Mais évidemment. Bon, sur toute la sphère autonomie médico-sociale, on voit mal comment on pourrait faire des dizaines de milliards d'économies. Sur le logement, il y a sans doute des choses à faire, mais pas dans les mêmes proportions. Donc en gros, c'est à la fois un poste gigantesque et c'est le seul avec lequel, avec des réformes paramétriques relativement simples, techniquement, pas politiquement, on peut faire des économies absolument considérables. Nicolas, c'était ton point d'ailleurs, puisqu'on en discutait ensemble. Et je reprends quand même les chiffres du corps, parce que c'est intéressant. C'est-à-dire que donc, le Conseil d'orientation des retraites, dans ses derniers rapports, disait que les caisses de retraite, les comptes des caisses de retraite, étaient sur une trajectoire maîtrisée. Donc, prélevant aujourd'hui 14,7% du PIB, le coût des pensions devrait progressivement, sans réforme, reculer à partir de 2030 pour se situer dans une fourchette de 11 à 13% du PIB en 2070. Mais tu dis, Nicolas, le sujet en fait est ailleurs. Oui, le sujet est ailleurs. Il faut toujours faire attention quand on écoute ou quand on lit les rapports du corps, parce que le diable se niche dans les détails. Depuis son début, le corps fait comme si l'État était à l'équilibre. Quand il regarde les déficits des retraites, il regarde les déficits du privé, et puis il arrive à l'État et il dit: mais dans l'État, les retraites sont financées par l'impôt. Donc, par construction, elles sont à l'équilibre. Le dernier équilibre des administrations publiques centrales, en France, c'est 1981. Le dernier équilibre global des administrations publiques centrales, locales, sécurité sociale, c'est 1974. Et la convention du corps est ubuesque. Il y a deux bonnes façons de calculer les vrais déficits. La première, c'est de dire, globalement, le calcul du corps, il est bon pour le privé. On regarde la masse de retraite de l'État, un peu moins de 60 milliards, et on regarde le taux de déficit de l'État. L'État, sur les 20 dernières années, il dépense 15% d'argent en plus que ce qu'il collecte. Et donc ça, si on fait ça, on triple les déficits. Quand le corps dit il y a 10 milliards, il y a en fait 30 milliards de déficit. Le corps, il dit en moyenne, il y a 0,2% de déficit sur les 20 dernières années, ça veut dire qu'il y a 0,60. Et ça, c'est fondamental. Il y a une autre façon encore plus exacte de calculer les déficits de l'État, c'est de dire, voilà, l'État, il cotise 85% des traitements pour ses fonctionnaires, ça se compare à 28% dans le privé. Qu'est-ce qui se passe si l'État est une entreprise normale? Il aurait ses 28% de cotisation, et puis le reste, la différence entre 28 et 85, ça serait une subvention d'équilibre. Et là, pareil, on arrive exactement au même résultat. Donc, structurellement, on a un vrai sujet déficitaire. Ouais. Et puis, il y a une autre chose dans les rapports du corps. Le corps, certains disent, on peut se réjouir parce que le problème est derrière nous, c'est sous contrôle, la trajectoire est maîtrisée, puisqu'au lieu de dépenser 14,7% du PIB, comme tu le disais cette année, on va être, entre guillemets, dans le pire des cas, à 13. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a clairement des réformes qui ont été faites, qui ont fonctionné. Alors, on parle beaucoup de l'âge, c'est dans le débat. Mais la vraie réforme qui a fait l'économie, c'est la désindexation des retraites. Auparavant, les retraites progressaient comme les salaires. Maintenant, elles progressent comme les prix, voire légèrement moins. Et concrètement, ça fait économiser 4 points de PIB à horizon 2060. Ça veut dire qu'on va maîtriser la trajectoire de finances publiques au prix de la relative paupérisation des retraités. Très relative. Non. Attention, c'est pas vrai. Non. Elle ne va pas être très relative, elle va être très significative. Au début, le retraité, il va... Mais attends, quand Emmanuel Macron promet de réindexer, il parle de quoi alors? Il parle de réindexer sur l'inflation, pas sur les salaires. Pas sur les salaires. Sachant Sauf que là, sur l'inflation, ça va être massif. Depuis combien? Depuis 15 ans, 20 ans. Depuis les réformes de 4 années. Et on a toujours des retraités qui ont un train de vie à 105% du train de vie des actifs. Oui, mais c'est pas normal, Emmanuel. Parce que, franchement, si j'ai cotisé toute ma vie, de façon très significative, 28% de mon traitement brut... C'était pas 28% autrefois. Oui. C'était légèrement moins. Mais grosso modo, si j'ai cotisé toute ma vie, je m'attends à avoir une belle retraite. Concrètement, au début, quand je partirai à la retraite, j'aurai une retraite significative. Mais comme elle sera moins revalorisée que les autres, le fossé va se creuser. Et concrètement, le cotisant moyen, aujourd'hui, il a aux alentours de 40 ans. Le retraité moyen, il a aux alentours de 70 ans. Ces gens-là n'ont pas les mêmes attentes. À 40 ans, on n'a pas les mêmes attentes en termes financiers qu'à 70 ans, en étant arrivé au fait de sa carrière. Et à 70 ans, 80 ans, on a des charges, et notamment tout ce qui est lié à la dépendance, qui sont très significatives. Donc, moi, je ne suis pas choqué qu'un retraité ait plus
que le pouvoir d'achat d'un actif moyen. Écoute, on ne va pas débattre de ça, moi je le suis. C'est une anomalie en Europe. Total. Dans tous les autres pays d'Europe. Emmanuel aussi. Non, l'index est à 85%. Aujourd'hui, les retraités épargnent plus que les actifs. Oui, mais ils ont bien raison. C'est pas une anomalie. Non, mais c'est... Bon, mais le débat dérive. Et on va pas parler du patrimoine. Mais c'est... Le débat dérive. Non, c'est intéressant, hein, Nicolas. On a entendu ton point de vue. Après, chacun est libre de le partager. Bon, une fois qu'on est sur ce sujet donc de borne d'âge, Emmanuel, il y a un sujet de rythme. C'est-à-dire que tu attires notre attention sur le fait que la vitesse prévue, c'est ça, hein, pour arriver à ces 64 ans, enfin, on va voir, tout reste à négocier, mais ça aussi, on en parlera, te paraît compliqué à absorber par les entreprises. Par les entreprises, en fait. Alors, ça, c'est très intéressant. J'avais fait l'estimation sur 65 ans. 65 ans, sachant qu'on a 600 000 départs à la retraite chaque année, si demain, en 2034, on a des personnes qui partent toutes à 65 ans plutôt qu'aujourd'hui à 62, par exemple, qu'on augmente de 3 ans l'âge de départ, c'est 1 500 000 personnes que les entreprises vont devoir absorber. C'est 1 500 000 personnes que les entreprises vont devoir payer. Et il n'y a pas vont devoir garder. Vont devoir garder. Dans certains cas, ça va être très bien parce qu'effectivement, dans les secteurs qui sont en pénurie de personnel, comme nos maisons de luxe qui n'arrivent pas à vendre et à produire, pourquoi pas l'hôtellerie, restauration, qui seront très contents de garder leurs serveurs 3 ans de plus. Mais il ne faut pas se leurrer, on sait très bien, on le constate autour de nous depuis des années, voire des décennies, qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui ont tendance à ne pas utiliser les seniors tels qu'elles pourraient l'utiliser, souvent à faire des plans de départ. Et effectivement, je pense qu'en une période aussi courte, nos entreprises ne sont pas en mesure et n'ont pas pris la mesure de ce que c'est que d'absorber 1 500 000 personnes. Dans le quinquennat qui vient de passer, où le chômage a, entre guillemets, disparu, il y a eu 1 200 000 créations d'emplois. Et c'est considérable. Et c'était dans une période relativement faste. 1 500 000 seniors, je pense que c'est beaucoup et très rapide comme rythme, d'autant plus qu'on n'est pas dans une situation de déficit considérable qui, à mon avis, impose d'améliorer. On est dans une situation de déficit, on vient d'en parler sur notre premier quart d'heure. Déficit des comptes publics, ah ben oui, mais... Sur le privé, sur le système de retraite des privés, on est à l'équilibre. D'accord, sauf que moi j'ai bien compris, là, et vous me l'avez tous démontré, que, comme le disait Bertrand, c'est le seul levier que tu as pour essayer d'alléger un petit peu le fardeau de la dette publique. Alors, l'inflation qui monte va aussi nous l'alléger, en tout cas relativement au PIB. Mais enfin, il y a quelque chose à faire, il y a une forme d'urgence là, Emmanuel. Oui, mais la réforme Touraine, déjà, n'est pas encore dans les chiffres. Et la réforme Touraine va nous faire travailler 1 an et demi de plus. Donc pour toi, c'est juste une question de rythme, c'est-à-dire... C'est une question de rythme. C'est une question de rythme. Oui, ok, 64 ans, mais en se donnant un peu plus de temps. En allant un petit peu plus de temps, et moi, j'aurais préféré plus de souplesse, notamment en tout ça parce que comme moi, tu as 57 ans et que tu veux y échapper, c'est ça le truc. Sur les trimestres, absolument, on devra travailler, non pas jusqu'en 2027, mais jusqu'en 2028. Tu vois un peu les économistes. Non, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, qui permettent de gérer l'atterrissage en douceur des populations de plus de 60 ans, qui sont des systèmes assez efficaces. Le seul point qui faisait l'unanimité dans la réforme de loi de 2019, patronat, salariat, gouvernement, c'était le cumul emploi-retraite. Oui. Tous disaient il en faut plus, il en faut mieux, il faut... À 65 ans, qui va encore vouloir faire du cumul emploi-retraite ? C'est clair. Donc ce schéma d'atterrissage en douceur, il est facile à gérer dans le système des trimestres, il est plus compliqué dans un système où on bouge l'âge légal à 65 ans. Oui, alors déjà, je voudrais juste revenir sur l'urgence sur les finances publiques, parce que non seulement on part d'un niveau de dégradation des finances publiques absolument colossal, enfin inédit en temps de paix, dans l'histoire de France quand même, il faut le rappeler, que ce soit en termes de déficit ou en endettement, avec un endettement et un déficit qui ne sont liés qu'en partie à la crise du Covid. Puisqu'en fait, on a énormément de dépenses structurelles qui ont été rajoutées. J'ajoute juste, mais d'un mot, parce que les prévisions du FMI sont là-dessus
assez terrible pour la France. La France et les États-Unis vont être les deux seuls pays développés à voir leur taux de dette sur PIB augmenter durant l'année 2022, alors que grâce à l'inflation, elle va baisser absolument pas. Voilà, enfin, si on était encore en francs, ça fait longtemps que le franc aurait dévalué probablement. Ça, c'est très clair. Et on aurait des problèmes de refinancement de notre dette. On ne serait pas les seuls d'ailleurs au passage, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on se rassure. Et par ailleurs, donc on part d'une situation extraordinairement dégradée, et puis par ailleurs, quels que soient les prochains gouvernements, on est face à un mur de dépenses supplémentaires indispensables dans le domaine des armées, puisque je crois que tout le monde, il y a quand même une sorte de prise de conscience qu'on a un petit souci de ce côté-là. Donc l'armée, la sécurité en général, la dépendance, on l'a dit, la transition énergétique qui va coûter énormément en termes d'investissement, mais pas qu'en termes d'investissement, et j'en passe. Donc il y a une urgence absolue. Alors maintenant, on pourrait rentrer dans les détails sur des mesures seniors. Ce qu'on observe quand même avec les trains de réforme précédentes des retraites, c'est que le taux d'emploi des seniors s'est adapté. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas assez, mais une des plus grandes performances du marché du travail français ces 20 dernières années, qui s'est fait à bas bruit finalement, c'est la hausse spectaculaire de l'emploi des seniors. On a quasiment rejoint la moyenne de la zone euro. On n'y est pas encore, mais presque. On est passé de 37% de seniors de 55 à 64 ans qui étaient en emploi en 2003, c'est-à-dire avant les trains de réforme Fillon, à 54% aujourd'hui. Bon, ça s'est fait sans douleur, avec une augmentation très faible, sensible mais faible, du taux de chômage des seniors, qui reste inférieur au taux de chômage moyen de l'économie. Et donc, il n'y a pas eu de drame, ça s'est fait calmement, les entreprises se sont adaptées. Et dans le futur, modulo des questions de pénibilité, certains métiers effectivement très problématiques, eh bien, les choses le taux d'emploi va suivre, comme autrefois, il y a un effet horizon, comme on dit souvent, qui fait que le taux d'emploi va suivre. Oui, et les entreprises vont se débrouiller et vont arrêter d'avoir cette façon paresseuse de considérer qu'à 45 ans, on est déjà senior et qu'à 55, de toute façon, on est bon à acheter. Et tu sais, attends, j'ai appris un truc, ça m'a scié. On est RSE. Oui, c'est 55 ans en fait. Si on est encore dans une boîte, on rentre dans les critères RSE. On est un peu comme les écureuils. Si tu veux. Il faut protéger les seniors. Donc, elle peut cocher une case. La DRH qui a un certain nombre de gars de 55 ans, elle peut cocher la case RSE. Je mon billet que si l'âge effectif de départ à la retraite est de 65 ans au lieu d'aujourd'hui 62 et quelques, eh bien les critères RSE seront plus à 55, ils seront à 58. Ouais, sauf que dit Emmanuel, là où c'est intéressant. Alors il fait un calcul audacieux, c'est-à-dire qu'il compare ça aux impôts de production, mon cher Nicolas, il dit que ça va coûter 70 milliards d'euros aux entreprises. Ce que dit Emmanuel, c'est que ça va trop vite, que donc les entreprises, ça va être une sorte d'impôt caché fondamentalement. C'est ça un petit peu que tu dis, Emmanuel. Ça va être une sorte d'impôt caché sur les entreprises qui vont devoir garder leurs gars alors qu'ils deviennent massivement improductifs. C'est 1 500 000. J'utilise pas le mot impôt, mais une dépense qui, là encore, dans certains cas, sera productive, donc très bien. Progressivement, les entreprises apprendront effectivement à utiliser les gens de plus de 60 ans. Mais là encore, est-ce que les entreprises, d'ici 2030, sont capables de trouver un job à 1 500 000 personnes ? Ce n'est pas ce qu'on a vu dans les dernières décennies. Nicolas ? Moi, je pense que c'est clé. Je pense que c'est clé. Et qu'est-ce qui est clé ? De reculer l'âge de la retraite. Oui, mais la question, là, on est sur la question de comment on garde les seniors dans les boîtes. Et je suis beaucoup moins inquiet qu'Emmanuel sur ce côté-là, parce que les entreprises ont une formidable plasticité. Bertrand l'a souligné. On l'a vu aussi dans Covid. Elles se sont mises au travail à distance ou autre. Il y a des évolutions, et c'est de la main-d'œuvre qui est déjà formée. Il ne s'agit pas d'intégrer des nouveaux qui ne connaissent pas le métier, il ne s'agit pas d'intégrer des nouveaux qui ne connaissent pas les équipes. Ces gens-là, ils sont déjà là. Nicolas, tu sais, ça s'appelle la demi-vie des compétences. Aujourd'hui, la rapidité à laquelle ta compétence disparaît est quand même considérable. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois vraiment dans un cycle de formation permanente. Je ne pense pas que c'est les 2 ans de plus qui va révoluer la donne. Et comme le disait Bertrand, les entreprises se sont adaptées. On est passé d'un monde où il y avait des pré-retraites massives. On les a supprimés. On a eu ce débat. Certains disaient c'est pas possible, les entreprises ne s'adapteront pas, on ne peut pas faire sans les pré-retraites. On est en train de refaire 15 ans après le débat, alors qu'on sait très bien qu'on a réussi à dégonfler les pré-retraites. C'était 350-400 000 personnes, quand même. C'était pas un tout petit sujet, les pré-retraites. Et il y a pas là, c'est 1,5 million. Mais il y en a énormément des pré-retraites aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Les grosses boîtes ont des il y en a beaucoup moins qu'avant. Ils existent toujours, simplement ils seront décalés dans le temps. Voilà. Et il y a un autre sujet, c'est la fonction publique, parce que le cœur de cette réforme, on l'a vu, et Emmanuel le disait, Bertrand aussi, on est tous d'accord pour dire que peu ou prou les retraites du privé sont à l'équilibre.
Le vrai déficit, il est dans la fonction publique. Il est majeur. Aujourd'hui, il y a 0,85 actifs pour un retraité dans la fonction publique. C'est le régime qui a le plus vieilli. On a un État qui n'a rien prévu. On avait des caisses de retraite. L'État les a démantelées en 1853. En 1853. On ne les a jamais recréées. Tous les autres États responsables ont provisionné une partie de leur retraite des fonctionnaires. Nous, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, ça absorbe des masses incroyables. Les retraites, c'est par exemple 27% du budget de l'éducation nationale. C'est le premier poste. Quand on nous dit on augmente le budget de l'éducation nationale, pourquoi on l'augmente ? On l'augmente parce qu'il faut payer les retraites. Parce qu'on n'a rien mis de côté. 27% 27% du budget de l'éducation nationale. C'est un ministère de main-d'œuvre. On n'a rien mis de côté. Les retraites, c'est 60% de la hausse des dépenses publiques depuis 1960. En 1960, nos comptes étaient à l'équilibre. Les retraites, aujourd'hui, mais on ne vous l'explique jamais, mais quand on fait 4% de déficit, il y en a 2 qui sont faites pour payer le déficit des retraites des fonctionnaires. Donc, si on ne fait pas cette réforme... C'était le fameux hors-bilan du rapport Pébro, là, à la grande époque, là, il y a une quinzaine d'années, qui nous disait que ça doublait, en fait, ça doublait la dette. Voilà. On se plaint de la dette visible qui fait 113% du PIB aujourd'hui. La dette invisible, la promesse qu'on a faite, c'est 370% du PIB. Et l'État n'a rien mis de côté pour payer les retraites des fonctionnaires. Dans le privé, c'est mieux fait. Mais s'il y a des excédents, ça permettra de gonfler les réserves. L'Agirc Arrco est très vertueuse parce qu'elle a entre 6 mois et 10 mois de réserve. En ce moment, elle est à 10 mois de réserve. Vous prenez l'équivalent en Suède, il y a 56 mois de réserve. Et donc là, vous pouvez amortir les chocs. Ouais. Sérieusement. Et en plus, tiens, je veux juste vous montrer un truc parce que ça vient bien dans ce qu'on vient de dire. Une étude passionnante réalisée par freelance.com, comme son nom l'indique, et par Datastorm, qui est une boîte qui a travaillé. C'est un boulot énorme à aller chercher du côté de l'INSEE, du côté de la DARES, du côté des URSSAF, de reconstituer un certain nombre de métiers pour prendre la mesure de ce qu'est aujourd'hui le freelancing dans les professions intellectuelles. On ne parle absolument pas des livreurs à vélo, on parle du freelancing dans les professions intellectuelles. Et on apprend, voilà, je vous montre là les chiffres et puis on en reparlera, et puis je ferai de toute façon une émission spéciale là-dessus, que tu es sur alors, une progression très significative de ce freelancing, premier point. Deuxième point, l'âge moyen est en fait beaucoup plus élevé qu'on ne le croit. Et là, tu as sans doute une porte de sortie, voilà, 45 ans d'âge moyen pour les freelances, encore une fois, profession intellectuelle. Et donc là, tu as sans doute une porte de sortie, je pense, très, très, très intéressante si tu recules l'âge de la retraite. Et le troisième point, c'est les fonctions. Et vous êtes tous persuadés autour de cette table que c'est l'IT qui est... Eh ben non, c'est la fonction finance. Figure-toi qu'aujourd'hui, en fait, de manière discrète, lente, un certain nombre de fonctions finance font appel à des freelances sur de la compta, sur de la consolidation, sur, enfin bref, l'ensemble des grandes notions de la fonction finance. Donc voilà, il y a là quelque chose, je pense, de très, très, très intéressant qui peut arriver à résoudre ton équation. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Le cumul emploi-retraite, donc nous, ça fait 2003. Oui, mais là, c'est pas du cumul emploi-retraite. Ils sont freelance à... Oui, mais il y en a. Il y en a aussi. Il y a effectivement aujourd'hui 500 000 cumuls emploi-retraite salariés. Moi, 95% de mes clients, pour ceux qui ont pris leur retraite, ils ont tous créé leur activité, soit en SARL, soit en auto-entrepreneur, et ils facturent des honoraires, et ça se passe très bien pour eux. Et ce que dit, ils travaillent à leur rythme, ils travaillent moins, ils ont des revenus qui leur suffisent parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner autant que ce qu'ils gagnaient avant. Et en fait, cette volonté d'indépendance qu'on connaît et qu'on voit de manière plus visible chez les jeunes, dans l'IT, etc., on a le symétrique de l'autre côté, après 60 ans, Exactement. Des personnes qui ont envie d'avoir cette liberté, plus de liens de subordination, plus de forcément de hiérarchie et de trucs, et qui sont très contents de travailler. Et dans la finance, c'est une partie. Et alors attention, c'est pas dans la finance, c'est la fonction finance des entreprises. Mais dans cet âge moyen à 45 ans, il y a effectivement les 20-30 ans chez les jeunes professions développeurs, IT, graphistes, exactement. Et de l'autre côté, il y a beaucoup, alors soit à 55 ans, des personnes qui se sont retrouvées par la force des choses, qui ont eu à créer leur activité, mais il y en a aussi un certain nombre après la retraite. C'est intéressant. Oui, Bertrand, mais je pense qu'il y a plein de portes de sortie pour les seniors. Il y a effectivement le freelancing. Il y a le portage salarial qui s'adresse aussi beaucoup aux seniors. Il y a tous les dispositifs... Qui reste très, très réduit, ça.
Oui, mais alors, pour le coup, c'est presque rendre hommage, pour une fois, à la facilité de création d'entreprises en France. Et oui, c'est vrai. D'une certaine manière, tout cela fonctionne très très bien oui, et tu n'as pas besoin d'aller filer 2-3% pour créer du portage salarial. Voilà, non, mais ça c'est vrai. Donc il y a ça, il y a des dispositifs qui sont à l'intérieur des systèmes de retraite qu'on pourrait améliorer, qui sont le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, des choses comme ça, avec des modalités peut-être de travailler moins pendant la semaine, mais avec une rémunération un peu plus faible. Bon, ça peut intéresser aussi des cadres, par exemple. Et ensuite, il y a effectivement des professions qui ne sont pas susceptibles d'être freelancisées, ubérisées, etc., qui sont des industries de main-d'œuvre, qui sont tous les problèmes de commerce, qui sont la restauration, qui sont des métiers pénibles, des ménageurs, etc. Bon. Et là, eh bien, c'est aux entreprises, effectivement, de trouver des modalités d'aménagement des fins de carrière. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a une sorte de paresse du côté des entreprises, et puis aussi, il faut bien dire, du côté des salariés, qui voyaient finalement à l'horizon 58-59 ans, allez hop, et on se fait une pré-retraite, on va au chômage, etc. Et là, c'est vrai qu'avec une réforme des retraites, ça obligera tout le monde à se mettre autour d'une table pour essayer d'améliorer les fins de carrière et de sortir de cette paresse. Finalement, un DRH, finalement, par paresse, il a gestion de sa pyramide des âges, financé sur fonds publics avec l'UNEDIC, les retraites, etc. Et puis il se débarrasse comme ça, il règle un peu ces questions RH. Là, ça va devenir un peu plus difficile. Alors là où je vous rejoins... Ouais, mais le choc est violent quand même. Oui, alors on peut discuter. Attends, parce que je veux l'incarner. Pardon, mais il se trouve. Non, mais on peut discuter du timing. Il a fait le calcul. Si c'est effectivement le rythme promis par Emmanuel Macron, en l'occurrence moi qui ai donc 57 ans, on a fait le calcul. Est-ce que tu as fait le calcul? 63 ans et 8 mois, lieu de 62. Voilà, donc c'est 2 ans de plus, quoi. On peut discuter du timing, mais la direction est clairement la bonne. Et si on arrive à trouver des éléments de flexibilité, de carrière, de pénibilité, de critères de pénibilité, des choses comme ça, on peut y arriver sans drame absolu. Maintenant, le timing, on peut peut-être discuter du timing, effectivement. Mais sur le fond, j'ai pas tellement d'inquiétude, en fait. Voilà. Ouais, je comprends. L'inquiétude, elle est plutôt politique. C'est que, manifestement, les Français sont contre parce qu'on a, il y a comme le temps de travail, d'ailleurs, au cours de la vie active, la retraite est une sorte de totem qu'il est, pour des raisons plus psychologiques qu'économiques probablement, et pose un problème politique en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. On va y aller, c'est très bon moyen de nous retrouver après la pause pour parler effectivement des aspects politiques syndicaux autour de cette réforme.